Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, quelles sont les revendications des syndiqués de catégorie 2 à 4 représentés par le Front commun? On analyse le budget de Baie-Saint-Paul avec le professeur en finances publiques Pierre J. Hamel. Yves Laurencel, président de l'UPA pour la capitale nationale Côte-Nord, fait une mise à jour sur la situation dans le secteur agricole. Le domaine Forget se prépare à réaliser des travaux d'importance pour son parc immobilier. Et le Salon de quilles de Saint-Hilarion réouvre ses portes. Bonne émission! La grève en cours dans le secteur public a mis beaucoup de l'avant les enseignantes et les infirmières. Cette semaine, nous posons la lumière sur les employés de soutien et les autres professionnels du réseau. Voici notre reportage. Une fois de plus, les syndicats regroupés du Front commun et de la FIQ se sont rassemblés dans les rues pour une grève de 7 jours allant du 8 au 14 décembre. En plus des enseignants et des infirmières, le personnel de soutien et les employés de catégorie 2 à 4 veulent faire entendre leur voix. Le personnel de soutien dans les écoles, c'est tout ce qui n'est pas enseignant. Les secrétaires, les informaticiens, les concierges, les éducateurs spécialisés, les éducations en service de garde aussi, les éducatrices en service de garde, pardon. Oui. Alors vous représentez les employés de catégorie 2 et 3. Catégorie 2 et 3. On parle des gens, c'est? le paratechnique, le soutien et le secteur administratif. Alors la catégorie 2, paratechnique et soutien, on parle des gens qui travaillent au service alimentaire, les cuisiniers, les PSA, l'hygiène, salubrité, l'entretien sanitaire. Ensuite de ça, les surveillants d'établissement, les agentes administratives dans la catégorie 3, les techniciennes en administration. Écoutez, tous les titres d'emploi qui sont pas infirmières, infirmières auxiliaires, inhalo ou encore perfusionnistes. Alors, c'est très, très large. La catégorie 4 des employés du CIUS de la capitale nationale englobe les techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux, par exemple les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs et les avocats. Bien que les revendications soient sensiblement les mêmes d'une catégorie d'employés à l'autre, leur réalité et l'impact de leur rôle dans les systèmes de l'éducation ou de la santé sont différents. C'est sûr que le rattrapage salarial est important. Dans le fond, nous, on a des bas salariés. Ce qui est surveillant d'élèves, tout ce qui est éducation en service de garde aussi, c'est des échelles de traitement qui partent de 22 $ de l'heure. Donc, c'est des métiers qui sont super importants pour la jeunesse d'aujourd'hui. Puis la réalité aussi, c'est que la violence dans les écoles, qu'on vit beaucoup au jour le jour, là, même au niveau des secrétaires aussi, quand ils ont des appels aux parents à faire, ils vivent la violence aussi. Puis la réalité n'est plus ce qu'elle était non plus dans le passé dans les écoles. Est-ce que de votre côté, on est dans les mêmes revendications aussi? Bien, ma catégorie d'emploi, les gens que je représente, ce sont des bas salariés. Ce sont des gens qui gagnent en moyenne à peu près 50 000 $ bruts par année. Alors, assurément qu'on n'a pas les mêmes revendications que les infirmières, on n'est pas à la même place, puis on n'a pas les mêmes revendications que les enseignants non plus. Alors, oui, nous, on demande du salaire, on demande d'être reconnus à notre juste valeur. L'inflation, ça va excessivement vite. M. Legault l'a mentionné, 16,7 % d'augmentation d'inflation sur 5 ans, alors qu'il nous offre 12,7 %. Bien, vous comprendrez qu'à tous les jours qu'on rentre travailler, on s'appauvrit. Les conditions de travail de plus en plus difficiles n'aident pas non plus à rendre le secteur attrayant pour la relève, ce qui accentue le manque de main-d'œuvre. Puis s'il n'y a personne en avant des élèves, s'il n'y a personne pour répondre aux parents au secrétariat, ça ne marche pas. S'il n'y a personne qui maintient les bâtiments non plus. Donc, on est aussi important que les enseignants. Dans un hôpital, il n'y a pas que des infirmières et des médecins. Hein? Il y a tout le personnel de soutien, puis les agentes administratives, personnel de bureau. Ce qui unit encore une fois les grévistes des différents syndicats est la durée des négociations et le manque de solutions à des problèmes qui perdurent depuis plusieurs années. Notre convention collective a été échue depuis le 31 mars dernier. Puis ça fait 1 an, dans le fond, le dépôt au patron a été fait au mois d'octobre dernier. Donc, ça fait plus d'1 an que notre convention collective là, est à renouveler, puis qu'on est en revendication. Donc, les patrons les ont entre les mains, nos revendications, ça fait aussi d'1 an. Donc, ça traîne. La population, là, c'est peut-être pas, mais ça traîne vraiment, ça fait longtemps. Ça
Ça fait des années qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur, mais aujourd'hui, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on est dehors, puis on va y rester tant qu'on ne recevra pas ce qui nous est dû. Voilà. De votre côté, est-ce qu'il y a une convention collective qui a été échue aussi? La même chose, parce qu'on négocie au niveau du Front commun la convention collective nationale. Alors, au même titre que Vanessa, c'est terminé depuis le 31 mars. Le syndicat du personnel de soutien scolaire de Charlevoix représente environ 265 membres de 80 classes d'emploi. Le syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUS de la capitale nationale rassemble quant à lui plus de 200 titres d'emploi. Comment ça se passe au niveau de vos troupes présentement? Est-ce qu'on a de l'espoir ou on commence à être découragé? On commence à être découragé un petit peu. Là. Ça va quand même bien, moi je te dirais. Puis Vanessa, on le sait, là, c'est pas facile de motiver les troupes parce qu'à tous les jours, il y a des gens qui n'ont pas de fonds de grève, il y a des gens qui perdent de l'argent, qui perdent du salaire. Mais je sens quand même quelque chose d'important, c'est que les gens sont conscients qu'on peut pas. On ne peut pas aller plus loin que ça. On est rendu au bout du rouleau. Puis il faut absolument qu'il se passe quelque chose pour garder nos services publics puis l'enseignement en place. Puis tout le personnel qui travaille très fort pour garder nos services publics et services sociaux en place. La grève est un moyen ultime pour faire pression sur le gouvernement et l'appui de la population est important pour ces travailleurs au sein des services publics. La population est vraiment derrière nous. Ils comprennent l'enjeu qu'on vit présentement. Puis ces gens-là, il y a des gens avant nous qui ont travaillé pour garder nos services publics en place. Mais c'est à nous de ne pas lâcher puis de faire comprendre à M. Legault, Mme Lebel, qu'on ne lâchera pas. On est là, puis on va continuer de bien s'organiser. Puis je prends le temps de mentionner qu'il y a des gens ici dans Charlevoix qui nous soutiennent. Hein? Vraiment gratuitement, qui sont là avec nous. Fait que bravo, la population est avec nous autres. Les gens sont contents de se retrouver. Oui. On aimerait ça se retrouver dans d'autres circonstances. Et voilà. En date du 13 décembre, rien ne laisse croire un dénouement aux négociations d'ici la fin de cette période de grève. Mais aucune autre date n'a été annoncée pour le moment. Les municipalités ont déposé leur budget cette semaine et nous nous sommes intéressés à l'analyse de celui de Baie-Saint-Paul avec la collaboration du professeur Pierre J. Hamel de l'Institut national de recherche scientifique. Donc, Monsieur Hamel, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur en finances publiques locales pour le Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de recherche scientifique à Montréal. Monsieur Hamel, on a remis entre vos mains les documents qui ont été présentés par la Ville de Baie-Saint-Paul lors de la présentation de leur budget pour avoir vos commentaires, mais aussi pour que je puisse vous poser mes questions en tant que bonne contribuable, propriétaire à Baie-Saint-Paul. Donc, pour commencer, Monsieur Hamel, en tant que citoyen, là, quand on se fait présenter un budget comme celui-là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des points particuliers auxquels on doit porter attention qui sont plus d'intérêt pour nous? Bien, d'abord, c'est très difficile de se faire une idée en absolu. Il faut toujours que ce soit du comparatif. Comparatif oui. Par rapport à soi-même. Donc, vous regardez qu'est-ce que c'était l'an passé, qu'est-ce que c'était l'année d'avant. Hein, voir si ça s'inscrit dans une tendance. Il faut regarder avec les voisines. Mais bon, tu sais, il n'y a personne qui est vraiment comparable. Les municipalités n'ont pas la même taille de l'une à l'autre, n'ont pas les mêmes conditions physiques, hein, géographiques. C'est Saint-Irénée qui s'étire sur le long d'une côte. C'est pas, ça ne doit pas être la même chose pour les travaux publics hein, de ce village-là que pour d'autres. Non, c'est ça. Il y a des situations qui sont passées dans l'année aussi. On comprend qu'ils ont un impact. Oui, c'est ça. Avec votre inondation, puis bon, c'est ça. C'est assez compliqué hein, de se faire une tête parce que quand je vous dis, est-ce qu'il y a une rupture de tendance? Ça c'est un truc qu'il faudrait regarder okay. D'une année à l'autre. C'est pas parce qu'il y a une rupture de tendance qu'il y a une mauvaise gestion. Vous pourriez, bien justement, il va y avoir des catastrophes naturelles qui vont exiger de remettre plus de sous plus rapidement. Dans le cas de Baie-Saint-Paul, il y a eu des subventions qui sont venues pour, je pense que c'était avant l'inondation, pour réparer, faire des réparations pour la voirie, là.
Oui, je crois qu'en fait, il y a des demandes qui avaient été faites qui n'ont pas été reçues. Bon, Mais là, l'argent commence à arriver. On comprend qu'il y a eu des coupures à certains endroits qui ont été faites aussi pour pallier à ces dépenses supplémentaires-là. Il y a quelques termes qu'on voit passer là, dans le document que j'aimerais voir avec vous. Bon, déjà, quand on nous parle, on se trouve à la page 3 là, du document présenté par la Ville de Baie-Saint-Paul, du nouveau rôle d'évaluation. La première ligne nous parle d'évaluation résiduelle. C'est quoi l'évaluation résiduelle? C'est tout simplement que si vous regardez après ça, dans l'évaluation, il y a différentes catégories d'immeubles. Et puis, la seule catégorie le résiduel, c'est ce qui reste, mais c'est la plus grosse catégorie, ça ne devrait peut-être pas s'appeler résiduel, c'est le résidentiel de base, on va dire. OK. Donc, tout ce qui ne fait pas partie des autres catégories en dessous, finalement. C'est exactement ça. OK, parfait. Maintenant, je vais poursuivre dans mes petites questions. Quand on est à la page 5, donc on parle de revenus additionnels. Attendez, oui? il y a un truc, si je me permets, il y a un truc qui, moi, m'importe parce que je suis producteur forestier dans une vie parallèle. Donc, vous avez deux catégories, immeubles forestiers EAE, puis terrain forestier non EAE. Oui. C'est quoi? C'est exploitation agricole enregistrée. Okay. Alors, vous êtes peut-être familière avec le fait que le ministère a créé, ça fait 2 ans, je pense, a permis aux municipalités d'avoir une nouvelle catégorie foncière quand les gens qui ont un boisé d'un minimum, je pense, c'est 4 hectares, des gens qui ont un plan forestier, puis des gens qui font de l'exploitation active. Quand ils ont un plan d'exploitation signé par un ingénieur forestier. Bon, la plupart des gens sont membres d'un groupement forestier à ce moment-là. Et ça, c'est les immeubles forestiers EAE. OK. Donc, c'est ceux qui rentrent dans ces catégories-là. On voit que celui qui est non EAE a un taux, une variation beaucoup moins importante, d'ailleurs, que celui... Oui, bien, c'est tout simple. Moi, je fais le pari que c'est des gens qui sont passés de non EAE à EAE. Parce que c'est la plus grosse, c'est beaucoup plus important en volume. Et puis, c'est des gens qui sont allés chercher un plan d'exploitation auprès de... Ils sont passés d'une catégorie à l'autre. D'accord. Maintenant, quand on parle au niveau des revenus additionnels, un poste qui s'appelle mutation. De quoi il est question dans les mutations? Les droits de mutation. C'est les ventes, en fait les achats d'immeubles. Ça s'appelle des fois la taxe de bienvenue. Alors, c'est quand vous allez chez le notaire, puis vous devez payer en plus. Comme cadeau de bienvenue. Voilà. Et ça c'est vraiment un truc qui est pour les municipalités. C'est très intéressant, mais c'est pas budgétable tant que ça à l'avance. De sorte que la plupart des municipalités du Québec se ramassent avec un surplus en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas budgété les droits de mutation, parce que tu ne peux pas faire un pari sérieux d'une année sur l'autre combien de maisons vont se vendre. OK. Donc, c'est comme un cadeau. Un cadeau qu'on se garde pour la fin. Au niveau des dépenses, quand on parle de dépenses compressibles et incompressibles, c'est quoi la différence entre les deux? C'est les dépenses incompressibles. Par exemple, quand tu reçois une facture de la Sûreté du Québec, là, ça ne se négocie pas. Donc, c'est les services qui sont gérés, qui sont un peu externes à la ville, finalement. Pas forcément. Non? Si vous avez un plancher d'emploi, je ne sais pas dans votre cas, là, mais beaucoup de municipalités ont des planchers d'emploi, par exemple, pour l'école bleue, l'école blanche, ainsi de suite. Bon, puis vous avez des employés permanents. Là, à la limite, là, si vous voulez réduire, mettons que ça va très mal, il y a une perte de population, il y a un tremblement de terre, Dieu sait quoi, et vous voulez réduire la voilure le plus possible, vous ne pouvez pas mettre tout le monde à la porte. Il y a des gens qui ont une sécurité dans l'emploi, et c'est c'est des dépenses incompressibles. D'accord. On voit aussi dans nos dépenses additionnelles à Baie-Saint-Paul, il y a des grosses augmentations au niveau des ordures, matières résiduelles, la Sûreté du Québec aussi, les contrats de déneigement. Est-ce qu'on peut lier ces augmentations-là à l'inflation en général?
Pas forcément. OK. Là, il faudrait voir justement ordures, matières résiduelles, c'est pas la seule place que ça arrive, hein. Et ça peut venir de plusieurs façons. Ça peut être les coûts de collecte, euh, l'essence, le matériel roulant pour Mhm. les bennes à ordures, puis pour ramasser aussi les matières résiduelles. Ça peut être pour les sites d'enfouissement pour les ordures. Ça peut être les centres de tri. Alors, je ne sais pas, dans le cas de Baie-Saint-Paul, souvent, ça se fait au niveau de la MRC. Oui. Euh, bon, ben, c'est ça. Ça dépend de où est-ce que ça a couiné. Qu'est-ce qui fait que les coûts ont augmenté? Et c'est bon, c'est assez fréquent un peu partout au Québec là, que ça augmente sur ce poste-là. D'accord. Je sais que vous êtes allé chercher les états financiers là, des années précédentes pour pouvoir faire un comparatif un peu avec le budget qui est présenté. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties là, de vos observations, là? Il n'y a pas de point particulier qui vous a étonné? Bon, alors les taux de taxes. Le taux de taxe, c'est pour le résidentiel. On l'a ici, mais taux résiduel, parenthèse résidentielle, 0,76. Hein, bon. Euh, et le terrain agricole puis les forêts EAE, c'est la même chose, 0,76. Moi, comme je disais, comme producteur forestier, moi, je suis un peu déçu de ça parce que de distinguer les immeubles agricoles puis les immeubles forestiers, Mhm. de les distinguer du reste, c'était dans l'esprit du gouvernement pour que les municipalités soutiennent un peu plus les producteurs agricoles et les producteurs forestiers. Oui, Or, ce que je vois, c'est que c'est le même taux. Alors, moi, je suis un peu contre ça, moi. oui. Moi, je suis partisan d'un taux plus faible. Et Donc, si pour je vous, peux me c'est quelque chose permettre, d'étonnant, là. ben, c'est pas étonnant parce qu'il y a beaucoup d'endroits, notamment là où on a notre terre, où il n'y a pas la municipalité n'a pas fait de catégorie pour les OK. forêts enregistrées. Donc, je voyais, je constate qu'à Baie-Saint-Paul, ils ont fait la démarche, mais qu'ils ne sont pas allés au bout de ça. D'accord. L'autre truc, Oui. L'autre truc, si peut me paraître sur la même page, vous avez tarif des services, hein, aqueduc, égout, ordure, récupération. Bon, Mhm. ça marche comment? C'est probablement des tarifs par porte. Mais Oui. là, c'est pas vraiment des tarifs, hein. C'est comme c'est des impôts forfaitaires, hein, dans mon esprit à moi. Pour moi, un tarif, là, la tarification, c'est comme quand un tourniquet. C'est en fonction de la consommation. C'est par exemple, si tu demandais 2 $ à chaque fois que quelqu'un rentre à la piscine ou rentre dans un Oui. gymnase, c'est C'est un lié tarif. à un autre paramètre, un paramètre de Ouais. fréquentation d'utilisation. Oui, alors que là, ce qu'on a, là, sur aqueduc, égout, ordure, récupération, c'est des impôts forfaitaires par porte. OK. Alors, c'est un choix. Bon, c'est pas nouveau, hein. Et puis, c'est pas, je pense pas que ce soit l'équipe en place et qui ait décidé de ça. C'est que c'est de l'argent qui pourrait être complètement récupéré au lieu d'avoir un impôt forfaitaire par porte, ça pourrait être intégré à l'impôt foncier. Alors, les taux, évidemment, d'impôt foncier seraient plus élevés, hein, parce que là, Mhm. le taux d'impôt foncier, 0,76 pour le résidentiel, c'est ridiculement bas, hein. C'est pour un Montréalais, là, c'est vraiment... Et, et, et on constate par après que, ben, en fait, vous n'êtes pas si chanceux que ça, parce que votre vrai compte de taxes tient compte, justement, des impôts forfaitaires dont je parlais tantôt. Puis ils ne sont pas ridicules, les impôts forfaitaires, hein. Il y Mhm. en a, c'est 800-900 piastres, hein? Ben, mon Dieu, mon Dieu. Euh, Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les gens dont la maison a la valeur moyenne, hein, vraiment, ben, ces gens-là, là, si tous les impôts forfaitaires étaient intégrés à l'impôt foncier, ils paieraient la même facture, hein, au bout du compte. Il y aurait des gagnants et des perdants, par contre. Les gagnants, ça serait qui? Ça serait ceux dont la maison vaut moins que la moyenne. Parce D'accord. que si tout passait par l'impôt foncier, ces gens-là paieraient un petit peu moins. Ceux qui seraient perdants, c'est les gens dont la maison vaut plus que la moyenne. Mhm. Et là, je pousserais le coin un peu plus loin, puis là, je ne me fais pas forcément des amis, mais moi, je vous parie que dans les maisons qui valent plus que la moyenne, il y a beaucoup de villégiateurs. Il y a beaucoup Ou de chalets, maison résidence secondaire.
des maisons qui sont occupées l'été, pendant le temps des fêtes, c'est très agréable. Baie-Saint-Paul, dans le temps des fêtes, bon, puis une couple de fois dans l'année. Mais ces gens-là qui habitent dans des méchantes belles cabanes payeraient plus si c'était intégré à l'impôt foncier. Et moi, c'est ce que je recommanderais à votre équipe municipale. Dans un contexte là, qui touche un peu tout le Québec au niveau de la crise du logement, bon, l'inflation aussi, est-ce qu'on est surpris qu'il n'y ait pas plus d'argent d'investi dans les logements accessibles? Ou est-ce qu'il y a des stratégies différentes d'une municipalité à l'autre? C'est parce qu'à l'origine, hein, le logement, ça ne fait pas partie des dossiers d'une municipalité. Une municipalité québécoise n'est pas obligée de faire grand-chose. Hein. La municipalité québécoise de base là, est obligée de... au départ, c'était la loi, je pense, sur les chemins publics, hein, qui était l'ancêtre du code municipal. Bien là, quand tu dépasses les chemins publics, une municipalité québécoise n'est même pas obligée de fournir de l'eau, hein. L'aqueduc, là, c'est pas obligé. Alors, dans la plupart des municipalités, quand une municipalité devient un peu importante, surtout dans le noyau villageois, là se pose rapidement la question, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde ne peut pas avoir son propre puits, puis sa fosse septique, hein? Bon, ça marche pas. Mais la municipalité n'est pas obligée, hein? Et puis, il y a beaucoup de maisons, certains à Baie-Saint-Paul, qui ont leur propre puits, puis bon, hein? Alors, vous voyez, une municipalité n'est pas obligée de faire grand-chose. Et surtout pas obligée de fournir du logement. Ça ne rentre pas dans ses attributions obligatoires. Sauf que il y a du monde qui se présente, puis au conseil municipal, qui vont voir le maire, les conseillers, en disant, écoutez, ça n'a pas de sens, on ne peut pas se loger. Les commerçants qui disent, on ne peut pas loger sur place nos propres employés, parce qu'au prix qu'on les paye, ils n'ont pas les moyens de se louer. Puis se louer quelque chose... C'est un problème qui est très, très... qui a beaucoup de répercussions dans d'autres sphères, là. Oui, et voyez, louer de quoi se loger en campagne au Québec, ça coûte plus cher que d'être propriétaire, souvent. Hein? Oui. Quand les pauvres de chez pauvres, en Gaspésie, ils sont propriétaires de leur petite maison. Hein? Se louer un logement à Rimouski ou à Gaspé, c'est hors de prix. Ça coûte beaucoup plus cher que d'être propriétaire. Baie-Saint-Paul, ça va être fichement pareil. Et puis, ben là, ça pose une question. Comment tu fais pour avoir des employés s'ils ne peuvent pas se loger sur place? Hein? Et là, il y a des pressions qui s'adressent, mais Baie-Saint-Paul n'est pas tout seul là-dedans, mais c'est ça, des pressions pour que la municipalité mette les épaules à la roue. Puis là, ben, l'argent est à Ottawa, qui n'a pas la responsabilité constitutionnelle. La responsabilité constitutionnelle, c'est Québec, qui n'a pas l'argent. Puis les municipalités ont ni l'argent ni la responsabilité. Mais c'est aux municipalités qu'on demande d'agir. Tout comme il va se poser la question, la belle question, dans le cas de Baie-Saint-Paul, avec l'arrivée de l'INRS, il va y avoir des profs, du personnel et des étudiants. Où c'est que vous allez les loger, madame? Et voilà, voilà le nœud du problème. Merci beaucoup, M. Hamel, pour votre temps aujourd'hui. On va se laisser là-dessus. Pour résumer, finalement, ce qu'on comprend, c'est que pour bien comprendre un budget, déjà, il faut pouvoir comparer avec les années précédentes. On ne peut pas vraiment comparer d'une municipalité à l'autre non plus, les réalités étant différentes. Et on peut se réjouir tout de même, finalement, qu'il y ait un peu d'argent d'attribuer au problème du logement à Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup, M. Hamel. J'en prie, madame. Bien que chaque municipalité ait une réalité qui lui soit propre, nous vous avons préparé un tableau comparatif des taux et variations de taxation pour la région par tranche de 100 $ d'évaluation.
Le président de l'UPA Capitale nationale Côte-Nord, Yves Laurentzel, a tenu récemment une conférence de presse alarmante en compagnie des députés de l'opposition concernant la situation préoccupante des agriculteurs au Québec. Martin Ouellette l'a rencontré. Yves Laurentzel, bonjour. Bonjour. On s'est rencontrés il y a déjà quelques semaines. On avait fait un portrait assez pessimiste de l'agriculture au Québec. Là, l'UPA vient tenir son congrès national. C'est quoi les grands constats que vous avez, dont vous avez discuté pendant votre congrès? Les grands constats, c'est que ce n'est pas juste en région de Charlevoix ou de la capitale nationale. C'est vraiment, on a vraiment une problématique avec notre agriculture au Québec au grand complet. C'est le constat qu'on en a fait là, les 5, 6 et 7 décembre dernier. Est-ce que c'est pire que les autres années? Parce qu'on est habitué que le monde agricole nous dise « Hey, on a eu une mauvaise année cette année » ou tout ça, mais là, est-ce que c'est pire qu'avant? Définitivement. Qu'est-ce qui est pire, évidemment? C'est tout. C'est tout. C'est que on a des programmes au Québec. L'agriculture, on a des programmes, mais les programmes ne sont plus adaptés à la réalité qu'on vit présentement. Les changements climatiques, les attentes sociétales, la compétition mondiale, tout a changé et nos programmes qui couvrent, nos programmes autant du côté d'assurance ou de stabilisation des prix, ce que nous on appelle les ASRA, les ASREC, ils ne suivent plus. Ce n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Alors, il y a des résolutions, puis il y a des positions qui ont été prises pendant le Congrès. Là. Vos principales revendications suite à ce constat-là, vous allez vers où? Je vous dirais que les principales revendications qu'on a maintenues, puis qu'on s'est donné le signal clair, c'est que les programmes soient adaptés aux attentes sociétales. Les producteurs agricoles de la région, autant que les producteurs agricoles du Québec, on est prêts à faire notre bout de chemin pour l'environnement, pour l'agriculture, pour que l'agriculture soit plus pérenne, que notre environnement soit sain, que notre alimentation soit la plus saine possible. Oui. On est prêts, mais pour ça, ça prend des moyens pour nous aider à arriver aux demandes sociétales. Et quand on parle de moyens, on parle d'ajouter des nouveaux programmes ou de les adapter? C'est d'adapter les programmes. Les programmes qui sont en place ne sont juste pas adaptés. Un, on demande d'adapter les programmes et deux, on demande du temps. C'est-à-dire? Du temps, c'est que quand il arrive une nouvelle norme, quand on veut qu'on fasse des changements, autant en application d'herbicides, autant en pratique culturelle, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas adapter ça du jour au lendemain. Ça ne s'adapte pas dans 24 heures. Ça prend du temps parce que quand tu as acheté une terre agricole qui produit, je donne n'importe quel exemple, tu as acheté une terre faire du blé dans Charlevoix qui va te donner 1,5 tonne ou 2 tonnes à l'hectare avec une pratique culturelle X et qu'on te demande de faire une pratique culturelle Y avec des produits Z qui sont autres, qui vont faire baisser tes rendements, bien, tu ne fais plus tes paiements. Donc, pour t'adapter à ça, afin que ta pratique culturelle fasse en sorte... Il y a une période d'adaptation. C'est ça qu'on demande. Des programmes qui vont supporter ça, puis du temps pour s'adapter. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a comme un virage vert qui est en train de se faire. Les engrais chimiques puis les affaires qui vous aidaient à assurer une bonne récolte partout, vous êtes en train, tranquillement pas vite, en tout cas pour les céréales, ce que je comprends, vous êtes en train d'essayer d'éliminer ça. Il y a un énorme virage vert qui est fait, qui est commencé, ça fait plusieurs années. Okay. Ça n'a pas commencé cette année, c'est commencé, ça fait plusieurs années. Et moi, je dis toujours, au Québec, on a toujours été proactifs en protection de l'environnement. Les producteurs agricoles du Québec ont toujours été un pas en avance sur toutes les autres. Pas partout dans le Canada. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Puis les pays en Amérique du Sud, ces choses-là, il n'y a rien de fait. Mais on compétitionne contre ces pays-là. On compétitionne. Les producteurs du Québec, les normes ne sont pas égales d'un pays à l'autre. Nous, on produit avec des normes X, puis d'autres pays produisent avec d'autres normes. Fait qu'il n'y a pas d'équité. Est-ce que vous vous trouvez dans un marché où il y a d'autres pays ou d'autres producteurs ailleurs qu'au Québec qui réussissent, à cause des normes, à produire pour moins cher, puis ils viennent vous concurrencer sur le marché avec leurs produits? C'est carrément ça qu'on vit. C'est carrément ça qu'on vit. Dans quel secteur? Je suppose dans le bœuf, entre autres? Là? Bien, le bœuf, mais surtout le maraîcher. Tout ce qui est maraîcher, les fraises, les framboises, le poulet, le grain, tout ce qui est produit en Amérique du Sud, au Brésil, au Mexique, dans ces pays-là, tout ce qui est en Californie. Les États-Unis n'ont pas les normes, n'ont pas la moitié des normes environnementales qu'on a, puis ils ont le climat. Donc, la compétition est déjà déloyale en partant. Fait que nous, ce qu'on demande, c'est de donner la chance aux producteurs du Québec de produire avec des... Si on n'a pas les mêmes normes, bien, de nous donner la chance d'être capable de compétitionner contre ces pays-là qui viennent... Actuellement, au Québec, là, il y a beaucoup de monde qui réclame des choses au gouvernement. Oui.
Réussissez-vous à être entendu à travers cet orchestre de gens qui demandent des choses au gouvernement? On sait que les employés du secteur public sont en grève actuellement. Réussissez-vous à prendre votre place dans ce concert de demandes-là? C'est très difficile. Je ne vous cacherai pas, c'est très difficile. Il n'y avait pas toute cette panoplie de gens qui demandaient. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est... Ça sort de partout, on s'entend là-dessus. Tout le monde est en demande. Là, tout le monde est en demande. Tout le monde est en demande. Puis il n'y avait pas autant de monde qui demandait, puis on n'avait pas d'écoute de notre gouvernement dans les dernières années. Tu sais, souvent, on tape sur notre ministre, on tape sur notre ministre de l'Agriculture. Moi, le premier, je lui reprochais de ne pas être à l'écoute, de ne pas aider, mais je crois que le ministre... il essaie de travailler pour nous. Mais la problématique, c'est que son patron au ministre, le premier ministre du Québec, M. Legault, présentement, n'a pas vraiment d'intérêt à l'agriculture. Mais vous l'avez eu, le ministre de l'Agriculture, à votre congrès? Oui, il est venu nous rencontrer. Ça s'est passé comment? Bon, en général, ça s'est bien passé. Non, on comprend que vous êtes des gens civilisés. Là. Oui, on n'est pas là. Mais avez-vous eu les réponses du ministre que vous vouliez? Il n'est pas venu annoncer. Non, il n'est pas venu rien annoncer. Il nous a écoutés. Il a pris quand même, moi, je vous dirais, il a dû prendre 1 heure et quart. Il a pris une vingtaine de questions, dont moi, avec les gens de Charlevoix. Moi, les gens de Charlevoix, les producteurs de Charlevoix se sont déplacés. J'avais une trentaine de producteurs de Charlevoix avec moi qui se sont levés, qui sont venus derrière moi au micro. Puis quand on a posé notre question au ministre pour les programmes adaptés à la réalité de nos régions, moi, c'est ce que je martèle depuis longtemps. Puis... on a posé la question au ministre. Le ministre, il nous dit que oui, il est conscient, que oui, ils vont regarder, son équipe va regarder, mais il ne se passe rien. On a commencé à lui parler pour la crise du porc au printemps. Il ne s'est encore rien passé, on est rendu en décembre. C'est compliqué. Mais comme je vous dis, je ne mets pas toute la faute sur le dos du ministre. Moi, je pense que son patron, M. Legault, n'a pas vraiment d'intérêt à régler nos problèmes présentement. Depuis plusieurs mois, là, on crie à l'effet qu'il y a plusieurs producteurs, il y a plusieurs des membres de l'UPA qui ne réussissent pas à rencontrer leurs obligations. Oui. On parle d'une vague de faillite. On a été jusque-là. Là, vous me dites que ça n'a pas bougé encore au niveau des règlements, que le premier ministre ne vous écoute pas. Qu'est-ce qu'on a comme perspective pour l'année prochaine? Bien, écoutez, on va continuer. C'est sûr que nous, on ne lancera pas la serviette. Moi, je ne lancerai jamais la serviette pour un producteur agricole, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'en 2024, même si le gouvernement n'a rien donné, on va continuer de demander, on va continuer de faire nos représentations, puis on va continuer de tenter de se faire entendre pour arriver à une solution. Mais il y a des producteurs qui ne passeront pas au travers, là. Oui, on vous entend dire ça mais depuis quelques mois. C'est réel, mais puis il n'y a pas juste des producteurs qui ne passeront pas au travers. Il y a des producteurs présentement qui ont lancé la serviette. Il y en a, là. Je ne vous les nommerai pas aujourd'hui, mais il y a des producteurs... Dans Charlevoix? Dans la région de la capitale nationale Côte-Nord. Où vous êtes président? Où je suis président. Il y a des producteurs, présentement, qui ont lancé la serviette. C'est fini. Puis quand on perd une ferme dans nos régions, c'est une ferme de perdu, c'est une ferme qui ne se recréera plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas, nous on le dit comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des étrangers qui sont intéressés à racheter les fermes et aller de l'avant? On parle beaucoup des Chinois, là, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Est-ce qu'on ne vit pas ça non plus? Quand quelqu'un veut fermer, il y a quelqu'un pour le racheter, mais c'est pas dans la famille parce que ça coûte trop cher. Quand ça va bien... Est-ce qu'on vit ça? Quand ça va bien, il y a toujours quelqu'un pour racheter. Je vais vous dire que ces temps-ci, les demandeurs pour racheter sont un peu plus rares. Ça ne court pas les rues et ça ne cogne pas à toutes les portes pour acheter tout ce qui se perd. Parce qu'on n'est pas intéressé à acheter des entreprises qui ne sont pas rentables. Non, parce que le taux d'intérêt est contre nous, parce que les programmes n'aident pas. Puis si le producteur qui était implanté depuis plusieurs années n'a pas réussi, quelqu'un qui s'endette à 100 % pour recommencer, les chances de réussite sont quand même minces. Et c'est quoi vos plans pour 2024? Il faut que le gouvernement revoie ses aides et ses programmes pour aider les producteurs. Ça, on ne lâchera pas. C'est le message qu'il faut continuer. Puis, on a fait une première intervention cette année au Congrès. On a appelé ça une marche de solidarité pour faire comprendre. Une manifestation devant le Parlement, c'est ce que vous avez fait? C'est ça, une marche de solidarité devant le Parlement. Puis, on a envoyé un petit mémoire aux 125 députés et au premier ministre. Les 125 députés du gouvernement ont reçu le manifeste est fait par la Confédération, par notre grand regroupement, pour sensibiliser à nos problèmes. Puis en janvier, au retour des fêtes, bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Notre grand président provincial, avec l'organisation, va continuer de faire son travail avec le ministère. Puis si ça ne grouille pas, il y aura d'autres interventions qui seront prévues en février, mars, avril et ainsi de suite. Là. Bien, merci d'être venu nous voir, puis on va vous suivre en 2024. Toujours un plaisir. Merci.
Le domaine Forget se prépare à investir d'importantes sommes pour la réfection de son parc immobilier. Nous sommes allés à la rencontre de la directrice générale Ginette Gauthier qui nous en dit plus à ce sujet. Le 22 octobre dernier, le domaine Forget célébrait son déjeuner bénéfice annuel en compagnie du chanteur Marc Hervieux, de l'animateur et musicien Christopher Hall, ainsi que de plusieurs artistes et professeurs de l'Académie. C'est le moment de l'année où on invite les gens à nous soutenir parce que c'est vraiment notre seule activité de financement annuelle. Et puis cette année, elle était présidée par M. Michel Gendreau, qui était président du conseil exécutif de Garaga. Un monsieur très dynamique, très enthousiaste et qui a beaucoup de contacts, ce qui fait que dans les résultats finaux, on a connu la meilleure édition à vie du domaine Forget en amassant 315 000 $. La somme amassée sera investie dans un projet d'immobilisation d'envergure que l'organisme espère débuter dans les prochaines années. À un intervalle, à tous les 15 à 20 ans, le domaine Forget fait une mise à jour, puis améliore, répare, rénove de façon majeure ses bâtiments. Chaque année, nous, on investit des sommes importantes dans l'entretien, mais là, on parle vraiment de sommes beaucoup plus importantes, comme refaire, par exemple, l'extérieur de la salle de concert, réparer les panneaux qui sont abîmés, peinturer des toitures, peinturer des bâtiments, changer le système d'air climatisé de la salle de concert. Il fonctionne encore très bien. Mais le jour où il va nous lâcher, bien, ça veut dire qu'on met en péril la saison du domaine Forget. Alors, on aime mieux être proactif puis le changer parce qu'il date quand même de 1996. Alors, on a refait la véranda des dortoirs, on va refaire le toit de l'écurie, on va peinturer, on va changer des fenêtres, on va changer des portes. Alors, toutes sortes de travaux sur une quinzaine de bâtiments qui fait que, même si c'est pas nécessairement des sommes faramineuses pour au départ, bien, le total de tous ces petits investissements-là font que ça sera une somme de plusieurs millions de dollars au grand total. Aucun ajout de bâtiments nouveaux ou d'agrandissement ne sont prévus dans ce projet. Le domaine Forget, qui compte actuellement une quinzaine d'immeubles, veille à maintenir la totalité de ses infrastructures aux normes et à éviter les mauvaises surprises. L'aide qu'on a sollicitée auprès du ministère de la Culture, c'est dans un programme où on fait de la rénovation, on fait de la mise à jour, de la mise aux normes, mais ce n'est pas un programme qui permet de construire des nouveaux bâtiments. Alors, c'est vraiment de rénover l'ensemble des bâtiments qu'on retrouve sur le site, les studios de pratique, alors tous les bâtiments qui servent à la mission du domaine Forget. Le déjeuner bénéfice du mois d'octobre est la seule activité de financement du domaine Forget. Elle sert habituellement à financer le fonctionnement de l'organisme à but non lucratif qui compte de 20 à 40 employés selon la saison. Toutefois, le projet en immobilisation étant particulièrement important, la mise de fonds de l'organisme doit être amassée afin de bénéficier de l'aide gouvernementale. Le gouvernement peut investir une certaine somme, mais il y aura assurément une mise de fonds à faire du domaine Forget. Elle peut varier probablement de 10 à 30 %, mais en vue de cette mise de fonds-là qui sera nécessaire pour réaliser l'ensemble des travaux. Donc, on commence à ramasser des picules pour être certain qu'on aura les sommes nécessaires. La mission du domaine Forget se décline en 3 volets touchant les arts vivants, soit la formation, la création et la diffusion. On retrouve le volet diffusion par le Festival international, qui est consacré durant l'été plutôt à la musique classique, au jazz et à la danse. La variété qui est au printemps et à l'automne, elle touche davantage, on le dit, la variété, chansons, humour, danse, théâtre, spectacle pour les enfants, alors vraiment de tout pour tous les goûts. La formation et la création prennent place à travers les cours de l'académie, les classes maîtres, le camp musical et les résidences de création. On veut vraiment travailler du côté des résidences, alors accueillir des résidences d'artistes. Le lieu est magnifique, il est inspirant, alors on pense que c'est l'endroit par excellence pour y trouver l'inspiration nécessaire à créer des œuvres, écrire. Même si la saison hivernale peut sembler plus tranquille, le domaine Forget reste bien actif avec ses résidences touristiques et les sentiers praticables en raquettes à travers le jardin harmonique, qui compte maintenant une trentaine d'œuvres. Presque 3 ans et demi après sa fermeture, la salle de quilles communautaire de Saint-Hilarion s'est refait une beauté grâce à un investissement de 30 000 $ et la participation de nombreux bénévoles. Voici notre reportage. Les portes du salon de quilles de Saint-Hilarion se sont réouvertes à la population le 9 décembre dernier avec une première soirée festive.
C'est sûr qu'on avait invité la population, on avait du monde qui sont venus pour jouer. Ensuite de ça, on avait un DJ qui était sur place là, pour animer la soirée. Ça s'est passé essentiellement comme ça, puis on a fait une présentation des bénévoles qui sont impliqués dans le projet. Puis en plus, on a coupé le ruban là, officiellement pour réouvrir la salle de quilles. Fermée en 2020 à cause de la pandémie, la salle n'avait pas réouvert ses portes depuis. Les loisirs de Saint-Hilarion en ont profité pour améliorer les installations. Essentiellement, c'est des travaux de peinture, toute la décoration qui ont été réalisés. Là, c'est une trentaine de mille là, qui a été mis au niveau financier, là, mais au niveau du matériel. Il y a eu aussi au niveau un bon entretien qui a été fait au niveau de toutes les machines en arrière, là, tout l'aspect mécanique de la salle de quilles. Là. Ouais. Ça faisait quelques années que ça n'avait pas été fait. Là. Fait que là, il y a un bon ménage qui a été fait là-dedans. Fait que là, on a une salle de quilles qui est prête à rouler. La salle de quilles fait partie des installations communautaires de la municipalité de Saint-Hilarion. On y trouve également une table de billard, un bar et une salle d'entraînement. Ici, on est dans la salle des loisirs de Saint-Hilarion. C'est un OBNL, c'est indépendant. Le bâtiment appartient à l'OBNL Les Loisirs Saint-Hilarion. La relation, bien, c'est qu'au fil du temps, les dernières années, il s'est créé une relation entre la municipalité et les loisirs. Dans le fond, il y a des membres du conseil d'administration, du conseil municipal qui siègent sur le CA des loisirs. Donc, par la force des choses, ça amenait ça. Et puis, c'est essentiellement, c'est pas mal ça, notre relation. Moi, comme maire, bien, je suis maire de Saint-Hilarion, mais en siégeant sur le conseil d'administration de l'OBNL, bien, je suis président du conseil d'administration. Okay. Inauguré en 1967, le Salon de quilles de Saint-Hilarion a gagné en popularité dans les années 90. Il en est d'ailleurs ressorti un joueur émérite, Mathieu Chouinard, médaillé aux championnats du monde et aux Jeux panaméricains de 1999. Oui, bien l'importance, on le voit aujourd'hui, parce que le travail qu'on voit aujourd'hui, ça partait du besoin du milieu. Les gens avaient nommé le fait qu'ils voulaient avoir un lieu de rassemblement. La salle de quilles, bien, ça fait des années que ça existe à Saint-Hilarion. On parle de plusieurs années. Donc, c'est quasiment une des premières infrastructures de loisirs qu'il y a eu à Saint-Hilarion, la salle de quilles. Donc, les gens ont ça dans leurs souvenirs, dans leurs habitudes. Fait que le désir était là de ramener ça. Donc, c'est pour ça qu'on a eu une belle implication. Plus d'une vingtaine de bénévoles là, qui ont participé là, à permettre ce beau projet-là. Pour l'instant, la salle sera ouverte les vendredis soirs seulement. Elle pourra aussi ouvrir selon les besoins de la population ou pour des événements privés. Finalement, une offre de ligue devrait être présentée en janvier prochain. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.